Voici une compilation de mes fameuses morts insolites qui ont pris beaucoup plus de temps que prévu et qui tiennent dans une vidéo longue dont j'ai pensé que ce serait le format idéal pour être présenté sous la forme d'un iceberg. Oui, je sais, moi aussi, je fais un iceberg. C'est original. Il va se présenter sous forme chronologique, c'est-à-dire que la surface c'est l'Antiquité et les abysses l'époque contemporaine, avec toutes les périodes entre chaque. La prochaine fois, ce sera aussi un iceberg, mais cette fois-ci sur un sujet inédit, présenté de manière plus classique. C'est-à-dire qu'on partira du moins au plus effrayant. Sur ce, bon visionnage. Milon de Crotone était un athlète grec très connu pour sa force prodigieuse. Encore enfant, il avait pour habitude de soulever un jeune veau qui venait de naître. Pour lui, c'était facile. Il le fit tous les jours et ne sentait pas de différence tandis que le veau devenait de plus en plus gros et se transformait en bœuf. Il était donc capable de cette manière de soulever le bœuf une fois devenu adulte, à l'étonnement de tout le monde. Il fut capable aussi aux Jeux Olympiques non seulement de le porter, mais aussi de tuer le pauvre bœuf, dit-on, d'un coup de poing entre les cornes. Ça, c'était quand Milon de Crotone était encore jeune aux Jeux Olympiques. Mais il paraît qu'ayant la cinquantaine, il avait encore toute confiance dans ses forces, alors qu'évidemment, il était déjà devenu vieux. Pour l'époque en tout cas. Un jour, en forêt, il remarqua un arbre ouvert en deux, une souche plus exactement. Des bûcherons avaient vainement tenté donc de le couper en deux, n'avaient pas réussi. Milon se dit qu'il peut peut-être les aider en achevant d'écarter la souche lui-même. Mais il n'y arriva pas et tout à coup, tripoté, le coin qui tenait l'arbre entrouvert tomba. Milon se retrouva avec les mains coincées dans la souche et il n'arriva pas à partir. Personne ne l'entendit appeler à l'aide, la nuit tomba et des loups arrivèrent. Milon n'était pas en mesure de s'enfuir ou de se défendre contre eux, il serait mort dévoré par les loups. C'était en 540 avant Jésus-Christ. « 476 avant Jésus-Christ. Charondas, un philosophe et un législateur grec, fit proclamer que quiconque portait une arme sur l'agora d'Athènes devrait être puni de mort, car il y avait souvent des violences sur des débats publics. Et un jour, Charondas s'y présenta armé, mais par inadvertance. Il avait complètement oublié qu'il avait une arme blanche sur lui. Quand on lui en fit la remarque, il ne voulut pas passer pour un tir au flanc et s'appliquer à lui-même la sanction prévue, paraît-il. Après, il paraît que cet événement était à la fois attribué aussi à Dioclès et Séleucos. Prudence donc. « 480 avant Jésus-Christ. Héraclite était un philosophe, malade d'hydropisie. Il tenta, pour se soigner, de se couvrir de fumier. Je ne recommande cela à personne. Mais il serait, dit-on, mort étouffé par ce fumier et en mourut au bout de 2 jours. Je déteste le fumier. « 456 avant Jésus-Christ. Échille, célèbre dramaturge grec, faisait la sieste en extérieur quand un rapace, sans doute un gypaète barbu, laissa tomber une tortue vivante sur lui, confondant son crâne chauve avec une pierre, car c'est ainsi que les gypaètes cassent les carapaces des tortues qui veulent manger.
398 avant Jésus-Christ, commençons la série des morts de rire. On est tous morts de rire. On connaît l'expression, mais sérieusement, c'est possible de mourir littéralement de rire. Un de ces jours, vous allez mourir de rire. L'un d'eux était Zeuxis, un peintre tellement doué qu'il paraît que, et des oiseaux essayaient de picorer ses grains de raisin. Un jour, une vieille femme extrêmement laide lui demanda de faire son portrait. La demande parut si ridicule à Zeuxis qu'il rit. Ce n'était pas très charitable. En même temps, il rit, paraît-il, tellement fort qu'il en mourut. Vous pouvez faire une crise cardiaque si vous riez trop fort, sachez-le. 207 avant Jésus-Christ, encore un mort de rire avec Chrysippe de Solès qui était un philosophe stoïcien. Au cours d'un banquet, il vit un âne manger des figues et dit à la vieille femme à qui appartenait cet âne : « Donne-lui un peu de vin pour faire passer les figues. » Vous ne trouvez ça pas drôle, sans doute, mais en grec, il y a un jeu de mots. Âne se dit onos et vin oinos. Et alors, la blague sembla quand même désopilante à Chrysippe de Solès. En 79, Pline l'Ancien, naturaliste romain passionné donc de sciences naturelles, assiste à l'éruption du Vésuve. Il savait ce qu'était une montagne de feu, comme on l'appelait à l'époque, pour avoir lu des descriptions, mais n'avait jamais vu réellement de volcan en éruption. La curiosité le tenaillant, il voulut voir le phénomène au plus près, et aussi voir si quelques-uns de ses amis en difficulté n'étaient pas sur les plages de la baie de Naples. Il partit donc avec ses galères, traversa la baie jusqu'à Stabise, et n'en revint jamais, vraisemblablement étouffé par les fumées du Vésuve, ce qui tua la plupart des victimes de l'éruption de Pompéi. « 882, France. Le roi Louis III, dit-on, était à cheval lorsqu'il aperçut une belle jeune fille à qui il demanda son numéro. Non, je dis ça pour rire. Mais sérieusement, il lui fit des avances qu'il ne s'attendait pas à voir refusées étant roi. Mais la jeune fille lui résista. Elle s'enfuit même en courant et alla se réfugier dans sa maison. Le roi la suivit sans réfléchir et en oubliant qu'il était encore à cheval. Il était donc trop haut pour la porte et se heurta violemment à son linteau, se fracassant le crâne. Karma ou Darwin Award, bien sûr, c'est vous qui voyez. 890. Sigurd Eysteinsson était un chef viking. Alors qu'il commence la conquête de l'Écosse, il tue et décapite un chef écossais, puis attacha sa tête à la selle. Assez commun pour semer la terreur à l'époque. Mais une dent y rafla la jambe de Sigurd, la plaie s'infecta, et Sigurd Eysteinsson, dit le puissant, mourut après, oui sans doute encore d'une gangrène. Vive la mauvaise hygiène des chefs écossais de l'époque. « 932, un roi birman du nom de Teinko alla voler des concombres chez un fermier voisin, mais celui-ci, ne reconnaissant en étant pas le roi, le tua instinctivement d'un coup de lance. Sentant que ça allait faire un énorme scandale, la femme de Teinko eut une idée pour le moins originale. Elle fit rentrer le meurtrier involontaire au palais, le revêtit des habits du roi, et fut lui-même proclamé souverain sous le nom de Niaoug U Sawaran. C'est drôle, ça me rappelle l'histoire que j'avais lue dans un J'aime lire. Sauf que c'était pas l'épouse, mais la fille du roi qui faisait ça.
1131, encore un membre de la famille royale française, tué alors qu'il était à cheval. Ici, Philippe de France était le fils aîné du roi Louis VI le Gros. À 15 ans, un cochon percuta son cheval qui fut effrayé et se cabra. Philippe de France tomba, fit une chute mortelle. À la suite de quoi, Louis VI fit interdire la présence des animaux domestiques en liberté dans Paris, ce qui était jusqu'ici commun, poules, cochons, etc. « 1498, mais franchement les gens, regardez où vous allez. Un roi de France, encore une fois, cette fois-ci Charles VIII, est mort après avoir heurté violemment un linteau de porte avec la tête. Dans son cas, il n'était pas en train de poursuivre une jeune fille toutefois. Non, il avait juste pas regardé où il allait, et s'est ainsi frappé à un linteau du château d'Amboise alors qu'il se rendait assister à un jeu de paume, c'est-à-dire l'ancêtre du tennis, en compagnie de son épouse Anne de Bretagne. « 1536, le dauphin François, donc fils du roi François Ier, faisait, alors qu'il faisait très chaud, une partie de jeu de paume justement, avec son secrétaire et ami, Montecuculi. Ce nom, vous aurez compris, il était italien. Et juste après, le dauphin François but un verre d'eau glacée apporté par son ami, et soudain mourut. Il n'avait que 18 ans. Évidemment, on se posa quelques questions. On fit torturer Montecuculi, qui avoua tout ce qu'on voulut, bien sûr, c'est la question. Il fut condamné à mort, exécuté pour avoir empoisonné l'eau. Mais en vérité, absorber brusquement de l'eau glacée ainsi est en fait très dangereux. Vous risquez ainsi effectivement une mort subite, et c'est beaucoup plus vraisemblablement ce qui est arrivé au dauphin François. « 1556, Pietro Aretino, écrivain italien, meurt de suffocation causée par, eh bien je vous donne en mille, une crise de fou rire incontrôlable. Avez-vous oublié ce qui s'est passé la dernière fois? Si vous n'arrêtez pas de rire, vous allez en mourir, comme vos stupides cousines les hyènes! En 1599, Nanda Baghin, un roi birman, est aussi mort de rire. Mais lui avait appris d'un marchand italien que Venise était une république et n'avait subséquemment pas de roi. Oui, ça lui semblait hilarant. En 1601, l'astronome danois Tycho Brahe, dont le nom entre autres a été donné à un cratère lunaire et un cratère martien, est mort d'une rétention urinaire. On dit que, en voyageant avec l'empereur Rodolphe II, il s'était retenu pendant un long trajet parce qu'il n'osait pas interrompre le voyage pour aller uriner. Ou alors, il n'aurait pas osé se retirer durant un dîner mondain. Cela aurait inspiré une expression tchèque. Je ne veux pas mourir comme Tycho Brahe, pour exprimer qu'on a besoin de se rendre aux commodités. En 1641, Louis de Bourbon-Soissons, un prince français, s'est tué accidentellement pendant la bataille de la Marfée. C'est dans ses habitudes de relever la visière de son casque avec son pistolet. Mais cette fois-ci, le coup partit tout seul. Et je sais, Darwin Award. En 1687, Jean-Baptiste Lully était surintendant de la musique pour Louis XIV.
Il avait un bâton de direction, c'est-à-dire une grande et lourde canne, qui servait pour battre la mesure, en frappant le sol. Et il s'est blessé en se frappant l'orteil avec la dite canne accidentellement pendant une répétition. Ce fut mal soigné et il en mourut de la gangrène. On comprend pourquoi aujourd'hui, je pense, les chefs d'orchestre utilisent plutôt des baguettes. « 1766, Stanislas Leckinski, ancien roi de Pologne, est en exil à Nancy. Il se réchauffait devant sa cheminée quand sa robe de chambre prenait feu. Notez qu'à l'époque, le roi était impotent, il n'a donc pas pu éteindre le feu tout seul. Il était déjà trop tard quand on l'a entendu ces cris. Il mourut le 23 février 1766. 1792, Gabriel Sanson, le fils du bourreau, Charles-Henri Sanson, voulut présenter après une exécution une tête coupée à la foule. Mais il ne regarda pas où il marchait et tomba de l'échafaud, faisant une chute mortelle. Karma. « 1884. Alan Pinkerton, qui était détective privé, glissa dans la rue et tomba sur le trottoir. Il s'était mordu la langue mais n'a pas prêté attention. Le problème, c'est qu'il a fait une gangrène et mourut le 1er juillet 1884. « 1911. Bobby Leach entrait dans l'histoire après avoir sauté dans les chutes du Niagara dans un tonneau. Le premier homme, mais pas la première personne. Le premier, c'était une femme, du nom d'Annie Edson Taylor. Elle s'en tira un peu mieux que Bobby Leach, qui lui, se cassa une mâchoire et ses deux genoux. Mais tout du moins y avait-il survécu aux chutes du Niagara. 15 ans après, Bobby Leach glissa sur une pelure d'orange sur un trottoir et se fractura la jambe. La blessure s'infecta et Bobby Leach décédera de complications causées par cette blessure. Et en gros, il a survécu aux chutes du Niagara, mais a été tué par une pelure d'orange. En 1911, Jack Daniel, fondateur de la distillerie du même nom, donna un violent coup de pied à son coffre-fort parce qu'il en avait oublié la combinaison. Ne soyez pas colériques les enfants, en effet, il s'était fracturé l'orteil. La blessure aurait été mal soignée, et 6 ans plus tard, donc en 1911, Jack Daniel serait mort d'une gangrène. Et encore une. 1918, Augustin Trébuchon, 5 minutes avant le cessez-le-feu de l'armistice de novembre 1918, donc juste avant 11 h, allait porter un message à son capitaine, mais fit tuer d'une balle dans la tête. Il fut le dernier soldat français mort au combat de la Première Guerre mondiale. Ironie du sort, la tombe d'Augustin Trébuchon est tout près de celle de Jules-André Peugeot. Et qui est Jules-André Peugeot ? Lui fut au contraire le premier soldat tué pendant la Première Guerre mondiale. 1920. Alexandre Ier de Grèce se promenait au nord d'Athènes quand son berger allemand fut attaqué par son singe domestique. Il s'interposa, mais un deuxième singe, mécontent, le mordit profondément à la jambe et dans la région de l'estomac, causant une septicémie dont il mourut 3 semaines plus tard. En 1923, Frank Ice, qui était jockey américain, mourut subitement d'un infarctus durant une course. Mais le cheval continua de courir et franchit le premier la ligne d'arrivée. Ice fut le premier jockey mort à remporter une course. « 1927, Isadora Duncan, une danseuse célèbre qui jeta, dit-on, les bases modernes de la danse classique, portait une très longue
écharpe de soie dont elle était très fière quand elle prit place dans un véhicule décapotable. Sa longue écharpe se prit dans l'essieu du véhicule et elle n'eut pas le temps de l'enlever. La soie, c'est très solide. Et son écharpe l'étrangla et même lui cassa le cou. En 1931, Eben Byers, industriel américain, était un adepte du Raditor, un médicament composé de radium et d'eau distillée. Comprendre que vous retrouviez une fontaine avec de l'eau au radium. Là vous dites, qui est assez crétin pour boire ça? Eh bien dites-vous qu'à l'époque, donc les années 1930, le radium était présenté comme un remède miracle. On ne savait pas du tout qu'il était dangereux. On le trouvait dans beaucoup d'objets de consommation courante. Byers en buvait régulièrement dans le but d'améliorer sa santé, mais c'est évidemment le contraire qui arriva. Il mourut le 31 mars 1932 de plusieurs cancers dus à une contamination au radium. Saviez-vous que le dictateur qui aurait dû diriger l'Espagne n'était pas Franco, mais aurait dû être un certain José Sanjurjo? En 1936, il devait rentrer en Espagne et voulut embarquer une malle pleine d'uniformes. Le pilote lui fait remarquer qu'elle était trop lourde pour son appareil. Mais José Sanjurjo, qui pensait qu'un dictateur devait être bien habillé, s'entêta. Le biplan s'écrasa en bout de piste. Le pilote en réchappa, tant mieux, n'était pour rien, mais José Sanjurjo mourut. De telle sorte que ce fut Franco qui prit sa place à la tête de l'Espagne. En 1941, l'écrivain américain Sherwood Anderson avale accidentellement un cure-dent à une fête, c'est-à-dire en avalant un petit four qui était sans doute au bout du cure-dent, et mourut ensuite d'une péritonite. Faites vraiment très attention, vous avez mis votre cure-dent si jamais vous avalez un petit four avec. En 1939, Albert Séverin Roche est le soldat français le plus décoré de toute la guerre. Il fut blessé 9 fois et pendant toute la Première Guerre mondiale, risqua sa peau plus d'une fois. Mais ne craignant rien, songez qu'il était allé jusqu'à balancer une grenade dégoupillée, notamment dans un bunker occupé par des Allemands, aurait capturé un total de quelques 1180 soldats allemands et parvint même lui-même à s'enfuir pas mal de fois après avoir été fait prisonnier. En avril 1939, à Sorgues, alors qu'il descendait d'un autobus, il fut renversé par une voiture. Oui, il est mort d'un banal accident de voiture. En 1959, Boris Vian assiste à la première du film J'irai cracher sur vos tombes. C'est une adaptation de son roman, du même nom. Dès les premières minutes de cette adaptation, qu'ils aient approuvée, Boris Vian s'effondre sur son siège, puis, évacué, mourut d'une crise cardiaque pendant son transport vers l'hôpital. Je l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire si le film était mauvais à ce point-là. En 1966, Julien Carrette, un acteur, ne pas confondre avec Bruno Carrette, je ne sais pas s'ils étaient parents, était devenu paralysé des suites de l'arthrose. Il avait une couverture posée sur les genoux et voulut s'allumer une cigarette. Mais elle lui échappa des mains et tomba sur la couverture. Comme il était impotent, donc il ne pouvait pas la faire tomber. Sa couverture prit feu, suivi du reste de l'appartement.
1975, Bando Metsugoro 8, un célèbre acteur japonais du théâtre kabuki, est considéré comme une légende vivante, oui on peut avoir ce statut, voulu pour impressionner ses invités, goûter à du fugu dans un restaurant. C'est risqué mais c'est possible, si c'est bien préparé comme vous le savez. La chair du fugu ne peut pas vous empoisonner. Il y a juste un risque si c'est mal fait. Mais Bando, lui, voulut manger 4 fois de fugu. Vous lui expliquez que même s'il en mangeait un seul, il ne passerait pas l'hiver, parce que le foie, peu importe comment vous le préparez, lui est plein de toxines. Mais Bando se croyait invincible. Il mangea donc du foie de fugu et mourut dans la demi-heure qui suivait. Mais ça, il fallait s'y attendre. « 1977. René Goscinny, l'auteur de Astérix, Lucky Luke ou Le Petit Nicolas, est chez son cardiologue et fait un test d'effort sur un vélo d'appartement, donc pour vérifier si son cœur va bien. Au bout de quelques minutes, René Goscinny se plaint de douleur, mais son docteur lui dit c'est normal, continuez. Sauf que c'était pas normal, et René Goscinny fait une crise cardiaque qui lui sera fatale. Depuis, on qualifie de loi Goscinny celle qui oblige, chez les cardiologues, à posséder un instrument de défibrillation qu'il n'y avait pas dans le service de cardiologie où se trouvait René Goscinny. « 1978, Grigori Markov, un dissident bulgare réfugié à Londres, voit un inconnu s'approcher de lui et lui mettre un petit coup de parapluie, la pointe. Ça fait un peu mal, mais ce n'est pas grave. L'inconnu s'en va, Grégory n'y pense plus, sauf que il meurt peu après. En effet, il y avait dans le parapluie une petite bille métallique contenant de la ricine, injectée à l'aide de celui-ci. Grigori Markov sera la première victime du parapluie bulgare. « 1978 toujours, Kurt Gödel, qui était mathématicien et logicien austro-américain, était convaincu de l'existence d'un complot visant à l'empoisonner. Bon, nous sommes tous un petit peu parano sur les bords. Mais Gödel, lui, souffrait de paranoïa extrême et ne voulait pas manger de la nourriture autre que celle préparée par sa femme. Jusqu'au jour où celle-ci fit un séjour à l'hôpital. Que fit Kurt, à votre avis? Eh bien, il mourut de faim. Il mourut alors qu'il ne pesait environ que 30 kilos. Vous dites, je sais, il aurait suffi qu'il mange des conserves, par exemple. Mais voilà, c'est... comment dire? Il y a des choses qu'on ne peut pas raisonner, je pense. En 1983, sur le tournage du film La quatrième dimension, l'acteur américain Vic Morrow et 2 jeunes enfants vietnamiens meurent tous les 3 lors d'une scène de cascade avec un hélicoptère qui a été mal réglé. Le film sort pourtant, mais le segment dans lequel apparaît Vic Morrow en est totalement modifié. Au lieu de se sortir héroïquement de différentes époques où il aurait dû être victime de discrimination, le personnage de Vic Morrow semble mourir embarqué dans des camps de concentration après avoir été transporté dans le temps au moment de la Seconde Guerre mondiale. En 1989, Crowley Benson, un orthophoniste danois, est mort de rire en regardant le film Un poisson nommé Wanda. Ouais, encore un mort de rire. Un jour ou l'autre, tas de crétins, vous allez finir par mourir de rire. Il en aurait fait un arrêt cardiaque, son cœur ayant battu entre 250 et 500 pulsations par minute.
1993. Brandon Lee, fils de Bruce Lee, tourne The Crow. Un autre comédien doit lui tirer dessus avec un revolver chargé de balles à blanc. Dans une précédente utilisation, le revolver, qui n'a pas été vérifié, était chargé avec des cartouches factices, donc sans poudre, mais l'une de ces balles était restée bloquée dans le canon. Brandon Lee reçoit donc cette balle dans le cœur et mourut le soir même sur la table d'hôpital à 28 ans. En 1998, un bateau au large des côtes de la Grande Barrière de Corail en Australie permet à des touristes de plonger au large de cette fameuse barrière. Ensuite, ils reviennent à l'heure prévue et arrivent à quai. Tout va bien jusqu'à ce qu'on remarque qu'il y a 2 sacs qui n'ont pas été repris par leur propriétaire. Et là, erreur, on n'a pas compté les touristes, il manquait 2 personnes. Tom et Eileen Lonergan, 2 Américains. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés, mais bon, vous devinez la suite. À devoir nager en eau profonde, sans bateau, ça ne pouvait que se terminer de cette façon. Le film Open Water en eau profonde, sorti en 2003, est basé sur cette histoire. 2007, Jennifer Strange, une femme de 28 ans, habitant en Californie, participe à un jeu organisé par une radio. Elle voulait gagner le premier prix, une Wii, pour ses enfants. Les candidats devaient boire de grosses quantités d'eau sans jamais se rendre aux toilettes. Jennifer, hélas, n'a terminé qu'en seconde position, mais ce n'est pas tout. Elle est morte d'un œdème cérébral peu après. Vous le savez peut-être pas, mais boire beaucoup d'eau, oui, ça peut vous tuer de cette manière. En 2016, Anton Yelchin, comédien américain, descend de sa voiture, mais paraît-il ne sert pas bien son frein à main. Toujours est-il que sa voiture dévale la pente et l'écrase. En 2019, l'humoriste Yann Cognito était en train de jouer un sketch sur la crise cardiaque. Il s'exclame « Imaginez, j'ai une attaque !» et je parle galop au réveil. Il s'effondre. Le public rit, pensant que ça fait partie de la blague, jusqu'à ce qu'un assistant court sur la scène et constate que le comédien ne respirait plus, il avait réellement fait une crise cardiaque. 2020, Mike Hughes, 64 ans, fabrique une fusée artisanale à vapeur. Il s'élève dans l'atmosphère, mais celle-ci finit par s'écraser. Il espérait atteindre les 1525 mètres d'altitude dans le but que prouver que la Terre était plate. Si vous vous disiez c'était un crétin de platiste, c'est pas exactement vrai. Il était simplement passionné d'espace. Mais il manquait de moyens pour construire sa fusée. Et c'était fait financer par la Flat Earth Society, qui voulait que quelqu'un d'autre, qui n'était pas la NASA donc, s'élève dans l'atmosphère et vérifie de lui-même ou d'elle-même la forme de la Terre. Mais ne faites pas ça chez vous, les enfants. Enfin, un gagnant des Darwin Awards, dont je ne me rappelle plus ni le nom ni quand c'est arrivé, mais bon, comptez sur ma mémoire, et voilà. C'est un homme qui, paraît-il, voulait se suicider et ne voulait en aucun cas se rater. Bon, ça arrive. Il s'est donc rendu au bord d'une falaise. D'accord ? Il s'est pendu en accrochant une corde à un arbre après avoir passé l'extrémité à son cou. On suit jusqu'ici. Il a ingéré du poison. Très bien. Il a mis le feu à ses vêtements. Ça aussi, d'accord ? Et il avait un revolver à la main. Il a sauté de la falaise pour se pendre et en même temps, il a voulu se tirer une balle dans la tête. Mais il a visé trop haut et la balle a sectionné la corde. De plus, la falaise donnait sur la mer. Il est donc tombé à l'eau et ça ne l'a pas tué. Et l'eau était, paraît-il, tellement froide que, en dehors du fait qu'elle a éteint le feu, ça l'a fait vomir, et donc vomir le poison.
Le plus drôle dans tout ça, l'homme a été secouru, mais il est quand même mort, d'une hypothermie. J'espère que ces histoires vous auront intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous me soutenez, vous voyez le lien en description de Tipeee, du Patreon et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter, de regarder sous votre livre de la lumière. Au revoir, un prudent mortel.